Le clocher de Kaliazine, étude et miniature d'Alexandre Solzhenitsyn. Ce petit ouvrage, qui est une suite de très courts textes écrits entre 1958 et 1998, permettra de saisir la pensée de l'auteur de l'archipel du Goulag. Si Alexandre Solzhenitsyn était critique envers le régime soviétique, il l'était tout autant envers le matérialisme occidental. De plus, en inaugurant en 1993 le mémorial de la guerre de Vendée, il qualifiera le massacre des Lucs sur Boulogne de 1794 de génocide, tout en comparant la révolte des Vendéens au soulèvement populaire anticommuniste en Russie. Tout naturellement, le premier texte, intitulé « La respiration », annonce l'esprit critique de l'auteur. Alexandre Solzhenitsyn se sert d'un pommier pour souligner et symboliser la dégénérescence du monde moderne. En effet, à travers la cacophonie des machines de la modernité, l'auteur dénonce le progrès, à l'exacte manière de Herman Melville dans son Cocorico, ici, quand celui-ci évoque le bruit effrayant du monstre d'acier qui traverse la campagne. On peut également rappeler, à ce propos, la nouvelle de l'auteur catalan Miguel de Unamuno, Mécanopolis, où ce dernier prend en horreur le progrès technique par opposition à la vierge nature et au ciel étoilé. Ce que dira Melville du progrès sera beaucoup plus véhément. Ainsi, dans une tirade nerveuse qui rappellera l'acidité de Louis-Ferdinand Céline, il fusille à bout portant l'essor technique. Parlons-en des grands progrès de l'époque. Quoi? Appeler progrès ce qui facilite la mort et l'assassinat? Cette première miniature d'Alexandre Solzhenitsyn s'apparente à un sermon et ne fait qu'introduire une pensée entièrement dévouée à la liberté et à la nature. Si, comme nous venons de le voir, l'auteur de Moby Dick apparente une locomotive à vapeur à un monstre d'acier et à la coque lugubre de Charon, Solzhenitsyn ne dit pas autre chose quand il écrit. Cette chose grince de toute sa ferraille et crache à qui mieux sa puante fumée violette. Page 31. Si la coque lugubre de Charon évoquée par Melville nous fait alors songer à l'enfer et à ses damnés, dans la miniature Le feu de bois et les fourmis, Alexandre Solzhenitsyn nous y plonge autrement en évoquant le sort de ces fourmis qui, pour sauver leur patrie d'un feu de bois, s'y ruent comme muets par une force mystérieuse pour finalement crépiter et mourir sous l'effet des flammes. Cette atmosphère de feu et de tourment peut être complétée par l'autre miniature, En suivant la rive de l'Oka, où Alexandre Solzhenitsyn nous narre en quelques lignes la décrépitude des églises et des symboles chrétiens dans les villages de la lande russe. Le Moloch communiste y a fait ses ravages, et non content d'y avoir profané ces lieux saints, il permit qu'on les y blasphème par autant d'obscènes inscriptions. Ce qu'il en restait de ces clochers et de ces croix, rouillées et tordues, révélait tout de même, aux yeux du narrateur, l'époque où les cloches faisaient sentir à tout le peuple la présence de l'Éternel, tout en redressant bien l'homme en l'empêchant de s'affaisser à quatre pattes. Page 45. Ainsi, successivement, dans la cloche d'Ouglitch à la page 53 et le clocher de Kaliazine à la page 55, Alexandre Solzhenitsyn nous fait revenir à cette Russie éternelle des tsars et des saints dont l'empereur français avait voulu conquérir pour angoisser le reste du monde. Le cœur malheureux, Solzhenitsyn nous ramène alors à ce village noyé sous les eaux de la Volga, où seul le clocher surmontait encore de sa croix et dressé sur sa flèche comme Saint-Michel sur son mont, et cet espoir qui permettra de croire que l'Éternel n'acceptera pas que la Russie disparaisse tout entière sous les eaux. Page 56. Dans le chant des coqs, je ne sais, étrangement, si les mots de Solzhenitsyn à propos de ce chant du coq que voici, aucun bruit turbulent ne couvre cette incantation, forte, juteuse, vibrante, claire. Elle nous fait savoir que tout autour règne une paix bénie, une tranquillité sereine. Font allusion à ceux de Melville dans son Cocorico. Chute, c'est clair, c'est musical et ça dure. Un triomphe, une vraie action de grâce, ce chant du coq.
Mais pour ma part, ces mots sont la preuve que l'auteur américain et l'auteur russe, séparés toutefois par un peu plus d'un siècle, aspiraient à cette liberté émancipatrice que le chant du coq révèle à chaque lever du soleil. Ces mots serviront donc de conclusion à un ensemble de miniatures dont la lecture formera une très bonne introduction à l'œuvre épaisse de l'auteur, dont on peut dire que son opposition frontale à l'athéisme communiste, qui l'enverra au goulag pendant 8 années, est contenue en partie dans ses convictions chrétiennes.